Cybersécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, très bien. Ravi de te retrouver à nouveau. Oui, tout à fait. Oui, c'est toujours un énorme plaisir. Puis pour ceux qui ne le savent pas, ben, en off, on parle énormément également. Donc, tout ça est très agréable comme rencontre, comme rendez-vous. Cette fois-ci, on va aborder un autre sujet mou, mais que je crois qui est très important, nous croyons qu'il est très important dans le contexte, parce que c'est quand même des choix collectifs. Le niveau de toxicité, on trouve dans le milieu de la cybersécurité, entre autres, mais en TI en général aussi, qui est existant. Pas exactement des mêmes façons, puis pas tout à fait pareil. Je sais que toi, t'es plus dans le modèle un peu plus TI, moi je suis plus cyber, donc j'ai une vision différente. Puis on va explorer ça un peu, puis justement essayer de donner des moyens pour sortir de cette culture-là qui a des effets négatifs sur les individus, sur la diversité, notre capacité à innover vraiment dans ces environnements-là. Pour ce que je vois, moi, au Québec, parce que c'est mon environnement quotidien, il y a effectivement une certaine culture qui rend ça très difficile de compétition entre les gens qui est, à certains égards, malsaine. Il y a plusieurs qui ne travaillent pas pour le bien commun, mais ils travaillent pour leur bien à eux. Donc, à ce moment-là, on n'est plus dans un univers, puis surtout en cyber, si on ne travaille pas pour le bien commun, c'est difficile de conjuguer ça ensemble, parce que dans l'absolu, c'est ça qu'on serve à protéger en sécurité. On sert justement d'aider les autres, d'éviter la fraude, d'éviter que les gens se fassent voler, d'éviter que les entreprises se fassent détruire ou se fassent voler. Donc, on est dans un univers comme ça. Fait qu'on ne travaille pas pour le bien commun, c'est un peu une dichotomie que je trouve très importante. J'ai commencé à naviguer dans l'univers français. Malheureusement, j'ai constaté les mêmes travers qu'on a ici à des échelles différentes de ce qu'on a au Québec, par exemple, où des préoccupations sont différentes, mais avec le même fondement compétitif, mais un compétitif malsain, comme on pourrait dire. T'as pas l'ANSI, oui. C'est pour ça. Bon, pour ceux qui connaissent pas la France, l'ANSI est un organisme de normalisation de la sécurité et c'est un gros sujet de discorde ou de discussion. Donc c'est l'American National Standard Institute, l'équivalent pour la France, qui effectivement est un endroit qui prêche la bonne parole, mais dans lequel il est très difficile de rentrer par souci de corporatisme, comme on pourrait dire. Donc c'est vrai, c'est juste. Alors, je dirais que c'est propre à beaucoup de métiers, le corporatisme. C'est-à-dire que qui se ressemble s'assemble. C'est un adage tout bête, mais c'est vrai que ça marche. C'est-à-dire qu'on s'entend bien quand on a les mêmes valeurs. Comme tu disais, on en parle en off d'autres choses, etc. Donc, on raisonne parce qu'on a les mêmes valeurs. Quand on fait de la sécurité, souvent, c'est qu'on a des soucis particuliers de certains éléments que n'ont pas les autres. Alors, ça veut pas dire que les autres font n'importe quoi. Les développeurs et développeuses ne sont pas tous dangereux. C'est juste qu'ils ont un autre métier, ils ont autre chose à faire. Mais ce corporatisme ici, il a une culture particulière. Alors, c'est une espèce d'ambiguïté. Parce que je dis toujours, un bon ingénieur ou une bonne ingénieure de sécurité, c'est que avant tout, une ou un paranoïaque. C'est-à-dire quelqu'un qui doit se pousser qui doit se forcer à se pousser dans la logique de ça va se passer mal, et donc qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment on s'y prépare? On doit anticiper le principe de la sécurité en général. Alors, moi, j'utilise moins le terme cybersécurité, parce que pour moi, c'est un sous-segment de la sécurité de la donnée ou de l'information en général, qui est plutôt notre domaine d'action. C'est-à-dire que la donnée, à partir du moment où, pour ceux qui nous suivent, on fait de la sécurité, on fait du cloud, on est amené à gérer de la sécurité. Il n'y a pas un sujet de cloud où on ne parle pas de sécurité dans les questions qu'on se pose. Et c'est un des filtrages. Si on utilise par exemple ce qu'on appelle la Well Architect Framework chez Amazon, la sécurité est un des piliers de questionnement, c'est obligatoire. Dès qu'on fait un choix, il y a forcément un impact de sécurité. Donc les personnes qui manipulent ces notions-là ont cette responsabilité et ce pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'on a une espèce de titre où on porte sous nos épaules la possibilité d'avoir une influence très très forte sur la vie commune de nos collaborateurs et collaboratrices. On a aussi une très très grosse responsabilité. Et ça, j'aime bien le dire quand j'ai des jeunes diplômés qui arrivent, qui me disent « Ah, je vais devenir RSSI, directeur de sécurité d'une boîte. » Réfléchis bien avant de signer ton contrat. Est-ce que tu es sûr que tu veux t'engager légalement, voire pénalement, juridiquement pour ce client? Est-ce que tu es sûr que le titre que tu vas avoir, tu es prêt à assumer les responsabilités? Et c'est
aujourd'hui, on a plein de demandes en sécurité. On a plein de demandes il n'y a pas assez de personnes pour faire. Mais c'est un des secteurs où je ne vois pas de masse de candidats arriver de plus. C'est-à-dire que ça reste un secteur où ça devient quand même difficile d'entrer. Alors, pour moi, et tu me diras si je me trompe ou si tu as la même analyse, premièrement, il y a un niveau technique qui est quand même qui est assez important. Ça veut pas dire que les autres domaines n'en ont pas, mais il y a quand même, pour rentrer dans ces domaines-là, souvent un domaine, on va dire pour moi, une compétence transversale assez large. Il faut connaître plein de choses, de plein de domaines, du stockage, du réseau, du compute, les systèmes, les communications sur des réseaux publics, sur les réseaux privés, mais aussi les habitudes d'utilisation, la couche applicative. Et donc, ça demande un niveau de compétence que tout le monde n'a pas. Et tout le monde n'a pas forcément l'envie ou la capacité d'aller s'intéresser à ça. Et donc, ça demande déjà un gros niveau technique. Donc, ça veut dire que c'est déjà un milieu un peu élitiste, par principe. Et donc, ça amène évidemment à restreindre le nombre de personnes qui peuvent y être. Et il y a le côté, une fois qu'on y est parvenu, c'est pas si simple que ça d'y rentrer. Et puis, moi, j'en ai chié pour y arriver. Alors, ce que je dis là, c'est pas vrai que dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on a décidé que le thème était beaucoup plus large. Il y a des parents qui font ça avec les enfants. Il faut se rendre compte que quand vous êtes parent et que vous dites à votre enfant, faut que t'en chies parce que moi j'en ai chié, c'est pas obligatoire. Et c'est très toxique comme attitude. En fait, vous pouvez leur faciliter la vie aussi. C'est pas parce que on vous a pas facilité la vie à un moment dans votre vie que vous êtes obligé de reproduire la même merde, comme on dit. Donc, on a le droit d'être bienveillant. Et on se rend compte, nous, avec de la logique qu'on est en train de partager beaucoup d'informations. Comme on disait, on donne gratuitement de l'information. Il y a des gens dans notre métier qui ne supportent pas ce qu'on est en train de faire. Parce que justement, nous, on a la bienveillance de partager. Ça nous pose aucun problème de partager. Il y a des gens qui partent du principe qu'une fois qu'ils sont dans cette culture-là, il faut surtout pas partager parce que d'abord, on ne sait pas ce que veulent les autres, c'est vrai. Mais ensuite, on pourrait peut-être nous piquer notre boulot. Et là, faut arrêter. La paranoïa a ses limites. Entre autres, ça n'a rien. Puis tu parles de barrière à l'entrée, c'est déjà quelque chose. Puis je trouve ça très dommage parce qu'on est dans un milieu qui exige au sens large, puis dans n'importe quelle profession, là, de mettre une barrière à l'entrée n'est pas nécessairement une bonne idée en termes de volet plus toxique. Puis ça va même plus loin. Le problème qu'on a en sécurité, c'est que les gens quittent le domaine parce que cette toxicité-là vient leur nuire à leur bonheur. Puis on revient au fait que on fait un boulot parce qu'on aime le boulot, on n'est pas là pour se faire chier. J'aime bien la façon que tu l'as approché. Puis les gens autour de moi, j'essaie de les amener pour qu'ils trouvent le chemin sur le plus doux possible. Mais l'entêtement des vieilles façons de faire, puis justement, moi j'ai eu des difficultés, la cyber, c'était pas le fun, j'en ai bavé un coup, pis ça, puis je vais te faire baver parce que j'ai bavé. Non, c'est pas ça. Je vais faire un parallèle, effectivement, et j'ai beaucoup de respect pour nos amis des armées, mais c'est une très grosse culture dans le domaine militaire. Quand tu fais les écoles militaires, quand tu fais les écoles d'ingénieurs qui sont liées en France, on en a plusieurs, des grandes écoles qui sont liées à l'armée. Il y a ce corporatisme très 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 fort, la cohésion de groupe, cette espèce de normalisation de troupeau qui fait que si tu fais pas partie du troupeau, c'est dans la vie, et c'est la même chose avec les cellules, soit t'es fusionné avec le reste du groupe, soit t'es extrait du groupe, mais il n'y a pas de position intermédiaire. Et on en parlait, ce sera peut-être un sujet un jour. En tant que freelance, on est cette espèce d'intégration, d'incarnation de l'intermédiaire qui n'est pas supportable pour certains. Et ce sera un autre sujet. Mais c'est la même logique, c'est-à-dire que à partir du moment où on fait du groupe de sécurité, de la communauté de sécurité, on est accepté. Et encore même, et comme tu disais, c'est des fois très très chiant. Tu peux être, comment on dit, fraîchement reçu par des gens qui t'accueillent parce que tu fais de la sécu, aussi une espèce de compétition. Et que je n'ai jamais compris, je t'avoue, parce que je vois pas en quoi on est en compétition quand on fait le même métier. Comme si les chasses étaient gardées, que les postes étaient rares. Oui, les postes sont rares, mais en fait, aujourd'hui, il y a plus de postes à pourvoir que de gens qui veulent le faire. Et comme tu dis, il y a des gens qui quittent. Et ça c'est vraiment très dommageable, parce que si on est déjà pas assez nombreux et nombreuses, c'est pas avoir en plus pour que les gens partent. Alors, je fais l'effort de féminiser aussi toutes mes expressions, parce que il faut intégrer nos amis femmes, cis et trans, tout le monde a sa place dans ces domaines-là. Et dans l'IT en général, c'est déjà une catastrophe. Alors dans la sécurité, c'est encore pire, parce que là, on a encore plus des domaines où c'est comme s'il y avait,
à quel moment on met des barrières à des populations juste pour leur genre? Et là, c'est pas acceptable. Alors, on voit des efforts. Je vois d'ailleurs dans tes communications sur LinkedIn et dans tes contacts qu'il y a tu as des femmes qui participent à tes événements. C'est un gros effort de les mettre en avant. Et puis, je suis désolé, hein, moi, ce que je lis, c'est aussi riche qu'un homme. Enfin, peu importe qui l'a écrit. Si c'est intelligent, que c'est intéressant, c'est intelligent, est intéressant. Peu importe qui l'a écrit. Ça peut être un enfant de 5 ans, ça peut être une intelligence artificielle, ça peut être une personne, homme, femme, cis, trans. Il y a pas de, c'est pas la personne qui fait la valeur de ce qui est dit, c'est l'intelligence de ce qui est dedans et de comment on peut l'exploiter. Et donc là aussi, on est quand même face à une réalité qui commence dès les études, dès le collège, dès le lycée. Alors ça, c'est l'expression, je suis désolé pour nos amis canadiens. Donc le niveau de 12 enfin de 10 à 14 ans, et puis après de 14 à 18 ans. Donc c'est ces niveaux d'études-là où, dès que vous faites des maths, de la physique, on a tendance, il y a une espèce d'injonction culturelle à extraire les populations féminines de ces chemins-là, qui mènent évidemment aux écoles d'ingénieurs, qui mènent à ces parcours d'informatique, d'ingénierie et de sécurité. Et j'écoutais hier à la radio française une scientifique, il y avait un sujet sur les intelligences artificielles et leur développement, la souveraineté et les technologies et les personnes qui les manipulent. Et il y avait un sujet justement sur l'intégration des populations féminines. Elle disait, on a fait un parcours d'université où on n'a pas parlé de maths et de physique. Et on s'est retrouvé avec 50% d'inscription de femmes. Là où quand on met maths et physique, il y a 22% d'inscription. À partir du moment où on met les mots, c'est comme si il y avait une espèce de bannissement automatique ou une autocensure des personnes à ne pas rentrer dans ces domaines-là. Et d'une façon plus globale, même dans la sécurité en général, il y a aussi une espèce d'autocensure, comme quoi la sécurité, c'est un domaine qui est tellement élitiste que de toute façon, on n'est pas assez intelligent pour y aller. Ça demande un effort, mais c'est comme tous les domaines. Moi, je suis nul en base de données, et il y a des gens qui sont excellents en base de données, et ça s'apprend. Je veux dire, c'est comme tout. C'est comme tout. C'est comme toutes les spécialités. À un moment donné, on est débutant, on sait pas, et on apprend et on prend du temps. Et il n'y a pas de, on va dire, de compétences spéciales pour la sécurité, à part être un peu contrôle freak et paranoïaque. Mais ça, c'est accessible à tout le monde. Ouais, d'être complètement bizarre, effectivement. C'est un milieu très particulier. Puis d'ailleurs, c'est un peu la richesse que crée le domaine, en quelque sorte. On avait des gens de tout horizon dans les débuts, justement, qui avaient des parcours scolaires qui étaient atypiques pour des gens qui intéressaient dans ce domaine-là. Il y a toujours le cas qu'on cite régulièrement là, d'une des personnes assez importantes aux États-Unis qui a un bac en musique, mais qui a quand même tout son parcours finalement est en cybersécurité maintenant. Donc, on est dans un univers comme ça où ces gens-là apportent cette richesse-là de par leur parcours de connaissances, des éléments comme ça. Puis, tu sais, en termes de voyons, ça y est, j'ai foutu. Je ne serai pas capable de leur dire pour le reste de la journée. Il y a le film qui en parle d'ailleurs, justement, qu'il y avait une femme noire qui a été celle qui calculait les éléments de la mathématique, là, pas pour les enfants, de la mathématique très intense, ça, qui était très... Exactement, c'est ce que le scientifique rappelait. La plupart des grandes découvertes de l'informatique, c'est les femmes. En fait, on a tendance à complètement dégager ça. La personne qui a codé aussi tous les programmes pour la NASA, pour le premier voyage, c'est pareil. Donc c'est assez hallucinant. Mais tu sais que même moi, quand je suis rentré dans mes jeunes années dans l'informatique, la sécurité, d'abord... Alors, première croyance, la sécurité, c'est le réseau. Alors, non, c'est un peu plus que ça. Ah, la sécurité, c'est aussi quelqu'un qui se déguise en électricien pour pouvoir toucher à ton ascenseur pour monter à l'étage de la direction. C'est ça aussi la sécurité. La sécurité, c'est tes employés à qui t'as pas expliqué qu'il faut éviter de faire des photos en gros plan de leur badge sur Instagram. Mais c'est pas que ça. Et pendant très longtemps, quand on me parlait de sécurité, on m'envoyait faire le CISSP de Cisco, on disait va faire ça. Je disais mais c'est pas que le réseau m'intéresse pas, mais j'ai la sensation qu'il manque des trucs quand même. C'est un peu plus que ça. Et t'as aussi, et justement, je pense peut-être, et je veux pas brusquer et froisser les gens qui font du réseau, mais c'est un peu cette vieille culture et cette vieille idée que quand t'arrives dans la sécu avec une approche qui est un peu plus globale, ben les gens du réseau te font un peu la gueule parce que t'es en train de venir en fait fermer cette espèce d'illusion que c'était eux la sécurité. Bien sûr que les éléments de communication d'un réseau sont prépondérants dans la construction de la sécurité, mais autant que les droits d'accès sur une API,
qu'autant que la stockage et le véhicule des données entre cycles de vie automatisés, autant que la présentation des accès à l'extérieur par des collaborateurs ou le phishing et le social engineering d'une entreprise. Tout ça, ça fait partie des composants de la sécurité en général. Et c'est pour ça que tu vois que moi, je sais que j'utilise très peu et je fais exprès. J'utilise très peu le terme cybersécurité ou cybersecurity parce que je le trouve beaucoup plus restrictif et c'est comme si on se disait, moi, dans mon château, je m'occupe que de la sécurité des remparts. Je sais, ouais, enfin, si tu viens avec des drones, on est un peu dans la merde. Non, effectivement, c'est une façon, mais tout est rendu cyber maintenant. On va faire de cybermétrie pour faire de la télémétrie, et ainsi de suite. Donc, on est un peu complètement viré fou sur cette terminologie, mais la terminologie est importante parce qu'elle vient conditionner notre perception de l'univers. Tout à fait. Et justement, on doit l'utiliser. Puis, tu sais, ça m'avait effrayé quand j'avais lu 1984 la première fois en préambule. Il expliquait justement la destruction de mots, justement pour réduire la capacité des gens de réfléchir et de commencer à la capacité d'abstraire les concepts et de réussir à manipuler l'abstraction des concepts. J'adore ce bouquin, je l'ai relu plusieurs fois ces dernières années. Je sais que c'est le truc à la mode en ce moment, mais c'est vrai, c'est parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont en train de se produire qui ressemblent beaucoup. Et donc, tout ce que tu parles, c'est la novlangue. Et je commentais avec nos amis de GoPirate sur un de leurs posts. Je dis, la novlangue, c'est l'idée de changer tellement le sens des mots que les mots n'ont plus de sens et donc que tu empêches toute communication des individus et donc tu les résignes à rester en place chacun dans leur coin puisque tu ne peux plus communiquer avec les autres. Et donc ça sert à un effort énorme. Et en cybersécurité ou en sécurité, en cybersécurité, tu as énormément de langages codés, d'acronymes utilisés à tout bout de champ. Et dès que tu commences, moi ça m'est arrivé, dès que tu commences à rabaisser le langage en disant non, on va prendre des termes que tout le monde comprend, t'en as qui le prennent mal. T'en as qui te mettent en doute tes capacités, ou d'autres qui disent mais pourquoi tu fais ça? Pour que la sécurité marche, faut qu'elle soit comprise par les clients chez qui on la met en place, sinon elle sert à rien du tout. Voire même qu'elle se fasse sans qu'ils aient la sensation que ça ait eu lieu. Et donc ça ne peut se faire qu'avec une communication commune. Ce serait le seul domaine dans lequel il faudrait pas commencer par ne pas avoir de langage commun. C'est mon premier objectif dans tout domaine que je forme, c'est de mettre en place avant tout un lexique commun pour qu'on puisse échanger et se comprendre sur les termes qu'on utilise. Sans ça, et tu fais le parallèle avec la novlangue, si tu n'as pas de langage commun, tu n'as pas de communication. Si tu n'as pas de communication, tu n'as pas de compréhension possible. Donc, on fait un projet dans le vide sans application possible, puisqu'on ne peut pas on peut pas même savoir s'il marche, puisqu'on ne peut même pas parler autour de ce projet. Et dans l'IT en général, on a cette espèce de langage de geek, de nerd, moi que j'ai pu avoir aussi à une époque, je le sais, mais je sais que je m'efforce aujourd'hui d'avoir un langage le plus clair possible, d'éviter les acronymes, de simplifier. Et petite anecdote personnelle, ça m'arrivait il y a 1 an et demi de faire un entretien de rencontre avec un collaborateur possible pour un projet. C'est la première fois de ma vie qu'en 15 minutes, je suis parti d'un entretien en disant à la personne, on n'a rien à se dire. Et la personne a enchaîné ce qu'on appelle, avec mon ami Eric Fourne, le bullshit bingo. Que des termes, que des acronymes à la con. Je lui ai dit frontalement, je pense que tu n'as pas compris ce que tu as dit, tout ce que tu m'as dit. Et il n'y a aucun sens dans ce que tu m'as dit. Et donc, c'est pas grave, on n'est pas obligé de travailler ensemble, on va arrêter là, on va partir. Et des fois, tu as la sensation, en fait, quand tu parles de sécu, quand tu parles d'informatique, que tu es obligé de passer ce cap-là. Non, on peut accueillir. Et je parlais tout à l'heure de bienveillance, c'est vraiment la posture de départ de l'individu. Alors, oui, j'aime bien la notion de bienveillance, puis il y a plusieurs éléments là-dedans que je vais rebondir sur ça. D'ailleurs, c'est intimidant pour ceux qui sont pas dans le domaine quand on commence à aborder ces genres de choses-là. Les gens ne veulent pas poser nécessairement la question parce qu'ils veulent pas avoir l'air idiot. Ça, c'est un défi très grand parce que si on ne ramène pas le langage qui soit accessible pour tout le monde, les gens pensent qu'ils sont des idiots parce qu'ils ne comprennent pas. Certains vont oser poser des questions en privé. Ça m'arrive régulièrement qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah ouais, mais ça veut dire quoi ça? » Là, on en discute, ça leur permet leur compréhension. Mais en public, ils le feront pas parce qu'ils ont peur de justement perdre la face. Il y a un autre élément aussi qui est important, puis moi, je l'ai vécu. Étant donné qu'un freelance comme toi, on voit beaucoup d'organisations, on voit beaucoup de choses. Puis même en TI, les vocabulaires interorganisations ne sont pas les mêmes. J'ai été contraint dans certains cas où des organisations puis on parle de TI, là, ne s'entendaient pas sur la signification des mots
entre les deux et aucune des deux parties ne voulait mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire de prendre l'effort de comprendre ce que l'autre voulait dire par le mot. Et les deux se sont entêtés avec leur vocabulaire. On est vraiment dans cette degré de toxicité dans le sens large où chacun croit qu'il possède la bonne définition. Bon terme, ouais. Moi, j'ai connu ça en gestion de projet il y a plusieurs années quand on parle de ROI, de retour sur investissement. Ne serait-ce que cette notion-là, chaque client avait la sienne. Donc, je disais toujours, en gestion de projet, quand vous arrivez, vous la définissez dès le premier jour avec le client pour savoir quelle est sa définition. Parce que si vous comparez à un autre modèle, en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes références et donc ça ne donne pas du tout le même résultat. DevOps, l'expression, c'est la pire expression du monde aujourd'hui. Ce mot-là ne veut plus rien dire parce qu'en fait, tout le monde l'utilise comme une espèce de mot magique qui voudrait être la solution de tout, mais personne ne comprend ce que ça signifie. Et quand tu vois, alors, je pense que moi, c'est ce truc qui m'intéresse le plus, c'est quand j'ai des recruteurs qui me disent je cherche un DevOps. Non, tu cherches pas un DevOps, parce que ça n'existe pas. En fait, le terme DevOps c'est devenu un terme photo pour dire quelqu'un qui fait un peu d'agilité, qui a cette culture transversale. Mais le souci, c'est que c'est pas une personne. Parce que si c'est qu'une personne, ça veut dire que les autres ne l'ont pas, la culture. Et donc, il y a un problème. Une culture, c'est tout le monde ou rien. C'est pas une personne. C'est comme si la sécurité, c'est une personne. Ouais, c'est bien. Donc, si lui, je l'embarque, ta sécurité, il y en a plus. Non. La sécurité, c'est une culture par des pratiques. Et d'où la nécessité de mettre en place un langage commun, d'avoir de la bienveillance, d'être pédagogue, de l'expliquer. La sécurité, une sécurité qui a de la valeur, c'est une sécurité qui est comprise par les gens qui l'appliquent. Si elle est obscure, absconde, c'est terrible parce que puis moi c'est jamais je fais ça parce que tu sais dans le fond des fois je me trouve être un troll un peu quand on a des conversations on peut dire c'est sécuritaire. OK, définis-moi sécuritaire, qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est un mot qui ne veut rien dire et tout dire et moi comme professionnel dans le milieu je peux rien faire avec je veux que ça soit sécuritaire. OK, on va reprendre un pas de recul. Tu as peur de quoi? Et là, on va partir de notre discussion de sécuritaire par rapport à quoi? Quelles sont tes inquiétudes? Et là, la conversation, quand les gens sont ouverts, vont embarquer, mais c'est très difficile d'arriver à ça. Puis j'arrive toujours à des attaques sophistiquées. Qu'est-ce qu'un APT, ça? Définir sophistiqué. Qu'est-ce que pour toi est sophistiqué? Sur quoi on va s'entendre sur un vocable commun, au moins une définition commune qu'on va arriver avec ça, parce que ça veut tout et rien dire. Je me souviens d'une présentation à la DEFCON d'un spécialiste de sécurité dont le métier lui était de trouver les informations laissées en public par les clients. Et il disait, quand il arrive chez un client, le client devrait avoir peur. Parce qu'il dit, la plupart des clients embauchent des ingénieurs de sécurité, des gens qui sont très techniquement pointus, pour leur faire un audit. Et une fois que l'audit est fait, il dit, si vous, avec votre niveau, vous avez trouvé que ça, c'est bon, on est sécurisé. Et il disait, moi, quand j'arrive, j'ai utilisé Google. Et si moi, j'ai trouvé ça, c'est que c'est très grave. Et que vous devriez être en train de trembler. Et vous devriez vraiment en train de vous poser des questions. Parce que justement, souvent, on dit la sécurité, c'est une histoire justement de compétences. Et tu vois, ça rejoint le mythe. C'est vrai qu'il faut des compétences techniques. C'est vrai qu'il faut être plus poussé que d'autres. Parce que tu veux faire de la vertu, tu veux faire de la base de données, il faut savoir l'installer, l'exploiter. OK. Et tu peux monter dans de l'expertise. Mais la sécurité, il faut savoir détourner les mécanismes qui existent, les utiliser mal, se renseigner sur tout ce qui existe comme type de détournement, les escalades. Donc effectivement, il y a une scénarisation qui fait que ça nous oblige à aller un peu plus loin. Et en général, quand on est dans ces populations-là, c'est que ça nous intéresse, évidemment. Évidemment que ça nous intéresse. Comment détourner, comment rentrer, comment passer. On cherche le petit truc. C'est pas inintéressant. Mais c'est pas parce qu'on cherche ça qu'on est obligé de se dire gardons le secret. Et t'as cette culture du je détiens le secret. Alors, on va casser un mythe tout de suite. On pourrait dire ouais, mais l'argument c'est que si tu balances à tout le monde comment tu connais tous les secrets, ça va se savoir. Mais ça se sait déjà. Il suffit d'aller sur Google ou autre, entre les CVE, toutes les bases, tous les forums qui existent. Vous allez sur Reddit, vous allez sur 4chan. Mais vous avez les scripts qui lit, c'est la majeure partie des attaques. La menace vient de gamins ou d'adolescents ou de jeunes adultes qui récupèrent les outils des autres. Les personnes qui trouvent des failles dites zero day, c'est-à-dire qui les inventent, qui découvrent des trucs super pointus, c'est un pourcentage, mais exceptionnel. Et là, on a des gens brillants qui trouvent des trucs, mais de folie. Mais c'est très, 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 très excessivement rare. La plupart des gens qui font de la sécurité, je suis désolé, c'est des très bons techniciens.
Et quand ils sont un peu plus intelligents, ils savent dépasser le côté technique, voire le côté humain. Et quelqu'un qui me dit je fais de la sécu mais qui prend pas du tout le côté humain, je pense qu'il rate 50% de son travail, de sa conscience et de sa culture. Ça doit commencer par là. Et ce que tu touchais tout à l'heure, c'est intéressant parce que quand tu demandes à un client c'est quoi tes risques, de quoi t'as peur? Cette question, elle est très forte en fait. De quoi t'as peur? Parce qu'on peut très bien se la poser du point de vue individuel. Et les réponses peuvent entraîner une discussion très personnelle, voire psychanalytique. Donc il y a cette approche-là. Et moi, j'estime que tu as deux profils de clients. Tu as les clients qui ont peur de tout et qui veulent mettre de la sécurité partout. Bon, en général, on les aime bien, parce que bon, en tout cas, ils vont dans le bon sens. Mais ce qui me fait plus peur, moi, c'est les autres. C'est eux qui disent, ouais, chez moi, il n'y a pas grand risque, de toute façon, il n'y a rien à voler. Et ça, moi, ça me fait paniquer. Parce que c'est les pires. Parce que ces jeux, quand t'arrives, en général, il y a tout à faire. C'est-à-dire que les fenêtres, les portes sont ouvertes, serre-toi, tout le monde a les droits d'admin, les accès qui sont en public régulièrement. Ouais, on a des problèmes, on voit pas ce qui va se passer. Le nombre de fois on m'a dit, mais chez moi, il peut rien se passer, de toute façon, il y a rien à voler chez nous. Je fais oui, juste la puissance de tes machines pour attaquer quelqu'un d'autre, t'as raison. C'est juste ça. Ou de la donnée. Euh, je fais aussi du renseignement stratégique. C'est mon sujet du moment, je me forme beaucoup là-dessus. Et ne serait-ce que laisser partir ses collaborateurs. On a parlé des grandes démissions, etc. Des gens qui quittent la sécurité, des gens qui s'en vont carrément de leurs entreprises. Et tu entends les gestionnaires engueuler les employés qui s'en vont, bande de cons, de toute façon, on est mieux sans vous. Non, c'est très très grave ce que tu es en train de faire. Tu es en train de laisser partir des gens qui ont des connaissances sur ton organisation interne, ta structure et ta sécurité. Qui va les embaucher en face? Tes concurrents. Pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils connaissent ça et qu'ils vont pouvoir fomenter une attaque comme ça. Et la plupart des clients, quand tu leur dis vos employés peuvent être débauchés par vos concurrents, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils veulent récupérer des informations qui sont propres à vous pour pouvoir faire une attaque chez vous ou récupérer de l'information, la plupart des clients ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire là. La plupart des clients, ils savent pas ce que c'est. Du vol, le renseignement, non, c'est potentiellement prendre un marché que vous aviez en récupérant ces informations-là. Ce marché qui vous rapporte peut-être 700 millions de dollars par an. Mais c'est pas grave, si vous préférez ne pas les gagner, s'il va pas chez vous, il va chez le concurrent. Ça peut être des gouvernants. Il y a en France, il y a quelques mois, il y a eu une vague, c'est vrai, ça a été donné. Il y a eu un rappel du ministère de l'Intérieur sur les universités. Il y avait des clients chinois qui venaient demander à des étudiants de grandes écoles de leur faire des rapports pour 400-500 euros sur des sujets d'actualité de l'industrie française. Et les étudiants qui balançaient des gros rapports bien remplis d'informations, mais comme ça. Et il a fallu expliquer aux étudiants qui, potentiellement, ils peuvent se retrouver au tribunal pour avoir fait fuiter des informations qui sont, pour la plupart d'entre elles, du secret de l'industrie ou du secret du renseignement stratégique. Et donc, il s'agit d'avoir alimenté potentiellement des attaquants ou des concurrents, et que c'est considéré, or j'ai pas utilisé le terme de la trahison, mais ça peut être en tout cas puni par la loi. Et la plupart des étudiants ne comprenaient pas. Mais je peux comprendre que quand on n'a pas cette culture-là, qu'on n'est pas prêt à ça, on n'envisage pas que l'individu qui vient te contacter sur un réseau comme ça pour te demander de filer du boulot, il a peut-être un intérêt. Et j'aime bien cette expression que j'utilise de plus en plus, what's in it for me, quoi. C'est vraiment ça. Quand on vient me chercher, quand on vient me demander un truc, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à te donner ça? Pourquoi tu viens me demander ça, toi, spécialement? C'est qu'est-ce que tu vas gagner à ça et qu'est-ce que moi j'y gagne dans l'opération. Ouais, on a fait un peu le tour du volet plus toxique. Là, on a glissé un peu plus sur la sécurité, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Moi, j'aurais fait le tour un peu d'explications puis des choses. Si on peut justement arrêter de mettre ces barrières à l'entrée de cet élitisme toxique dans lequel on court après, le fait que justement on se dénigre entre nous autres aussi, c'est un autre aspect qui est associé à ce genre de choses-là. Puis la course à tout prix, on parle un peu de consultation, des choses comme ça, mais les courses à tout prix, justement, qui laissent tomber certains volets très éthiques, qui sont éthiques et justement d'éthique de travail dans certaines circonstances sont très troublantes et éléments comme ça, as-tu des éléments là-dessus que tu voudrais rajouter? Je pars du principe que plus on partage une connaissance, plus elle sera utile à tous. Et
Et je pense que ce qu'on fait là, nous, par exemple, a une utilité dans ce sens-là. Et toutes les personnes qui peuvent communiquer sur le sujet, qui vont partager gratuitement de l'information, on participe à ça. Toutes les publications qu'on peut faire, du moment qu'elles sont justes, évidemment, qu'elles ne disent pas des bêtises ou qu'elles soient dangereuses, ça nous va, mais démocratiser le sujet de la sécurité pour le dédiaboliser un peu et le rendre accessible. Alors, bon, j'ai un peu balancé des petits pics à nos amis de l'ANSSI tout à l'heure, mais ils ont un super programme, par contre, tu vois, de MOOC, accessible en public, gratuit. Il y a, je sais plus, une quarantaine ou cinquantaine d'heures, moi je l'ai fait avec un certificat à la clé, qui redonne des bonnes pratiques, que ce soit individuel ou que ce soit pour les entreprises. Ben, c'est super agréable d'avoir ce genre de support dans lesquels on peut se lancer. Donc j'invite à aller voir, pour ceux qui veulent aller voir, le MOOC de l'ANSSI en France, qui est en francophone pour le coup, pour les populations québécoises, ce sera parfait, et ça vous donne un certificat. Donc il y a une quarantaine ou cinquantaine d'heures à faire, donc c'est un peu long, mais c'est un MOOC, c'est à votre rythme. Donc ce genre de programme a toujours un intérêt pour nous aujourd'hui. On le voit aussi dans les écoles, on voit de plus en plus de formations dans lesquelles la sécurité est intégrée comme une donnée, comme une autre. Et dans les entreprises, pour moi, ça passe par le fait que, et merci le cloud, merci l'agilité, quand je dis DevSecOps, ça veut dire que les personnes de la sécurité doivent se retrouver en même temps que les architectes, que les gens du dev, que les gens du business, ensemble autour de la table, pour se rappeler qu'en fait, on œuvre tous dans le même sens pour fournir les outils aux affaires. C'est tout. À partir de là, on décloisonne. À partir du moment où on casse la cloison justement symbolique, à partir du moment où on intègre, on commence à parler des choses ensemble. On dit, oui, mais toi, tu veux que je chiffre les données, ok, mais moi, tu vois, il faut que je fasse ça. En termes d'impact de facturation, ça va me donner ça, ça va me donner ça. En fait, on commence à comprendre ce que l'autre nous amène. On commence à comprendre comment notre demande, elle se traduit dans son domaine, et on commence à construire ensemble une façon de travailler. Et à partir du moment où une règle de sécurité est appliquée, que je la comprends, que je peux l'intégrer moi dans ma logique de développement de mes applications par exemple, bah, ça devient ma règle de sécurité aussi. Et je peux pas l'amener après. Donc c'est vraiment une question de, et j'aime bien cette culture DevOps pour le coup, en termes de culture, de rapprochement des groupes sociaux dans une entreprise. Dire, on travaille ensemble pour le même objectif. À partir du moment où on formule cet objectif ensemble au même moment au départ, tout de suite ça rend les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus compréhensibles. Ça rend pas forcément plus facile à appliquer. Il y a des contrôles qui sont complexes, c'est dense, etc. Il y a des choses qui doivent se faire de façon cachée pour que les équipes de sécurité, comme les landing zones, tout ça, fabriquent les fondations. Il y a des choses aussi qu'on peut mettre dans les mains des équipes de développement. Ou le mieux, je dis toujours, pour qu'une règle de sécurité soit vraiment le plus appliquée, c'est qu'elle se fasse automatiquement sans que personne n'ait rien à faire. Et donc l'automatisation va aller dans ce sens-là. Et donc les gens de la sécurité, si aujourd'hui ils veulent avoir une place justement favorable dans leurs équipes, une belle compréhension, et garder toujours le contrôle et faire leur boulot correctement, c'est à la fois d'expliquer aux autres, de prendre le temps de le faire, de se mettre à leur niveau pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, mais de fournir aussi des outils et des moyens pour que cette sécurité, elle ait lieu sans que les autres n'aient rien à faire, automatiquement, et qu'elle soit contrôlable par eux-mêmes. Comme ça leur permet d'avoir à la fois quand tu mets en place un système de fermeture de porte dans un bâtiment, le meilleur moyen, c'est que ça ait lieu automatiquement, parce que sinon, j'ai peur que chacun des personnes aille me perdre les clés, etc. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, si c'est pas eux de le faire, ils me perdront pas les clés. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Donc, je pense que c'est vraiment une question de communication, et c'est valable sur plein de sujets, ce que je dis là. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets où le fait d'en parler, et d'en parler le plus souvent possible, et de démocratiser, et de le rendre plus accessible à tous, ça permet d'ouvrir des portes. Peut-être qu'on aura, si on a suscité l'intérêt d'une personne qui nous écoute d'aller dans ces domaines-là, on aura réussi déjà. Énormément. Oui, vers ouverture, bienveillance, c'est très, très bien. Sur ça, je te remercie énormément encore pour cette collaboration-là, justement, collaboration et dialogue, justement, qui est un peu la réponse de cet élément-là, ce partage-là. Fait que je te remercie énormément. Et je te remercie de m'avoir donné cette opportunité.